De la même façon que le commerce électronique promettait au début des années 2000 de faire disparaître les distributeurs et les intermédiaires, le pair-à-pair marchand semble pouvoir mettre à l'écart de nombreuses professions. Ce qui donne pourtant un tel pouvoir d'attraction au pair-à-pair marchand, c'est la capacité des acteurs à naviguer entre les rigidités réglementaires et à débusquer les rentes de monopole dont bénéficient certaines professions. On peut néanmoins supposer que la consommation collaborative pourrait connaître un cycle du hype. Celui-ci est une description de la diffusion d'innovations forgée par le cabinet Gartner pour décrire les effets de mode qui naissent à l'apparition de technologies nouvelles. Il a été largement utilisé après l'éclatement de la bulle Internet entre 2001 et 2004. Il se caractérise par 3 phases. Une première de démarrage et de succès, bien que les produits soient chers et pas encore au point. Mais ces premiers succès incitent les acteurs à exagérer leur anticipation de croissance et à financer de façon excessive les innovations. Puis vient un moment où les financiers se rendent compte que leur anticipation était bien trop optimiste, car les produits et services nouveaux ne remplissent pas toutes leurs promesses. La perte d'illusion est aussi rapide que la montée d'optimisme et conduit à un pessimisme excessif. Suit alors une phase de croissance beaucoup plus modérée des anticipations, conforme au développement réel des services qui ne cessent de s'améliorer et pour trouver enfin leur marché. Aussi, pour savoir si le pair-à-pair marchand a des chances de durer à long terme, même sur un rythme moins soutenu, il faut s'interroger sur ses leviers de succès. Les plateformes de pair-à-pair marchand doivent s'appuyer sur plusieurs éléments. Les ressources, c'est ce qui est le plus habituel et le plus facile à mobiliser pour une plateforme quand elles sont utilisées, qu'elles soient matérielles ou personnelles. Si la coordination des interactions entre l'offreur et le demandeur de services est importante, Internet apporte de nombreuses facilités pour la communication. Et la centralisation de cette communication sur une plateforme unique rend ce matching plus aisé. La consommation collaborative peut nécessiter dans certains cas une expertise, comme en témoigne le cas des professions juridiques. Aujourd'hui, la multitude ou les algorithmes numériques peuvent s'approcher de cette expertise gagnée par l'apprentissage et la pratique, mais ils ne peuvent pas la remplacer partout. Enfin, l'expertise est souvent reconnue par la régulation qui fait des experts une profession protégée. Sauf à transgresser les règles, la multitude ou les robots ne peuvent s'y substituer, mais elles peuvent les faire évoluer. Revenons sur les succès de nos licornes. Dans le cas du transport, il exige une forte coordination en temps et en lieu, ce qui rend le recours à Internet particulièrement avantageux. Cette coordination est tellement ardue dans le transport en ville qu'il faut une main-d'œuvre dédiée pour offrir ce service. Car il est difficile de trouver quelqu'un qui fait le même trajet en ville que soi quand on en a besoin. Pour le transport à longue distance, la demande est moins fréquente et la mobilisation d'une main-d'œuvre dédiée est donc inutile. Le deuxième facteur favorable pour le transport, c'est la disponibilité de ressources. Dans ce cas, ce sont les voitures qui coûtent cher et qui peuvent être mieux rentabilisées. Le troisième facteur, c'est la compétence modeste que nécessite le service de transport. Tout le monde sait conduire et avec le GPS, la connaissance d'itinéraire est beaucoup moins nécessaire. Pour ces raisons, le transport est un très bon domaine de développement de la consommation collaborative. Dans le cas de l'hébergement, les leviers sur lesquels la consommation collaborative peut s'appuyer sont encore plus aisés à mobiliser. Il y a beaucoup de résidences secondaires dans des lieux propices au voyage touristique ou des logements inoccupés temporairement par des personnes en déplacement. Airbnb affirme détenir en portefeuille 1,5 million de chambres. Louer ou échanger son appartement ou une chambre requiert peu de compétences et d'expertise. Tout le monde peut le faire s'il dispose du patrimoine nécessaire. Et la foule des touristes peut chercher à occuper ces logements, dont certains sont très bien situés. De plus, propriétaires et locataires peuvent se rencontrer et créer un lien social. Les chambres d'hôtes fonctionnent sur ce principe. Airbnb leur donne une visibilité mondiale. Et le marché devrait continuer à croître avec la montée des classes moyennes dans les pays émergents. Il est tout à fait possible que celles-ci suivent le cycle du hype et ne soient donc pas la grande révolution industrielle du XXIe siècle.
Par contre, elle devrait connaître une période de croissance sur un rythme moins soutenu que ce que l'on observe actuellement dans le transport et l'hébergement. Mais si les conditions sont réunies, ressources sous-exploitées, besoin de coordination, compétences réduites, alors un succès de long terme sera au rendez-vous. Pour bien comprendre cela, il faut maintenant se pencher sur les effets de réseau.